8h05, donc on va commencer ce webinaire. Merci à tous les participants de vous être connectés. C'est un webinaire qui va aborder le sujet du traitement hivernal. Il a été coécrit et il va être co-présenté par le GDS Pays de la Loire, le GDS Centre et le GDS Normandie. Est-ce que ça marche? Hop, voilà. La table des matières. Donc, on verra une introduction. Ensuite, nous parlerons de varroa, donc un parasite redoutable, avec une présentation de l'acarien, son cycle de vie, son mode de contamination et les conséquences pour les colonies. L'intérêt du traitement hivernal, l'intérêt des comptages aux périodes clés. Ensuite, nous parlerons de l'acide oxalique, du mode d'action et de son efficacité. Nous détaillerons les propriétés de l'acide oxalique, la liste des médicaments avec AMM qui existent et aussi l'efficacité prouvée du produit et du protocole, de la méthode. Enfin, nous parlerons du protocole de traitement hivernal, donc comment réaliser son traitement hivernal concrètement, donc la méthode d'application par dégouttement et par sublimation. On parlera bien sûr des précautions d'emploi, parce que ça reste un produit dangereux à manipuler, pardon, et aussi de quand traiter et des erreurs fréquentes lors du traitement. Et enfin, on terminera par les conclusions et les perspectives. Il y aura aussi un temps d'échange. Si vous avez des questions, comme disait Julien, vous pouvez les mettre dans le chat. On les relira, on refera le fil des questions au fur et à mesure. Et donc, tous les micros sont coupés pour éviter d'avoir à s'arrêter à chaque slide pour répondre. On verra tout à la fin. Donc, en introduction, aujourd'hui, on fait le constat dans les GDS et plus largement au sein du monde apicole qu'il y a une augmentation des résistances aux acaricides de la part du varroa. Il peut aussi y avoir des erreurs de l'apiculteur dans les traitements d'été qui peuvent être réalisés trop tardivement ou avec une erreur d'application des traitements. On constate aussi des réinfestations de fin de saison ou des charges initiales trop élevées, c'est-à-dire que au moment de commencer son traitement d'été, on avait une charge trop élevée et donc même si on a un bon taux d'efficacité en été, on finit à l'automne avec une charge résiduelle trop importante. Donc tout ça amène à des conséquences qui sont les mortalités hivernales et de saison qui sont dues à varroa et qui sont encore parfois trop importantes et mal comprises des apiculteurs. Donc c'est l'objet de ce webinaire, c'est de parler de la nécessité de mettre en place une lutte tout au long de la saison ou lutte raisonnée. Donc l'objectif de cette présentation, c'est connaître la biologie de Varroa destructor et son impact sur les colonies, savoir réaliser un traitement hivernal par sublimation ou dégouttement, et savoir réaliser un comptage de contrôle. Alors, on voulait vous faire deux mises en garde avant toute présentation. Déjà, dire que l'utilisation d'acide oxalique ne constitue pas une alternance de molécules du point de vue de la gestion des résistances. C'est pas parce qu'on alterne deux molécules sur une année qu'on fait baisser les résistances au sein de son cheptel. Euh, la population de varroa résistants ne va pas diminuer parce qu'ils auront été impactés par l'acide oxalique. La seule manière d'empêcher le développement de résistance à un produit, c'est d'arrêter de l'utiliser, en fait. Et ça sur plusieurs années, pour voir vraiment une diminution des résistances. Et on voulait aussi vous prévenir qu'en cas d'infestation résiduelle trop importante à l'automne, actuellement, vous allez pouvoir avoir de la mortalité sur vos ruches avant le traitement d'hiver. C'est-à-dire que vous vous formez aujourd'hui au traitement d'hiver, vous arrivez sur vos ruches à la période souhaitée, et en fait, si vous aviez une infestation là, résiduelle trop importante, le traitement d'hiver ne va pas sauver les colonies. En fait, il faut avoir une gestion tout au long de l'année. Donc, on fait un traitement d'hiver pour redémarrer au plus bas l'infestation au printemps, pas pour sauver les colonies de l'année qui sont sorties du traitement d'été trop infestées, quoi. Donc je laisse la parole à Maxime qui va vous présenter le varroa. Bonjour à tous. Alors, voilà, pour faire un petit zoom sur la biologie et l'impact de varroa sur les colonies, je me permets de faire un petit rappel. Donc, qui est varroa? C'est avant tout donc un acarien, enfin un parasite externe des abeilles qui se nourrit donc de l'hémolymphe et des corps gras de ces dernières, les affaiblissent et les rendent vulnérables donc à plusieurs maladies. C'est aujourd'hui la principale menace de l'apiculture.
euh, dans le monde entier, du fait de son action spéolatrice sur les abeilles et de son caractère, voilà, c'est un vecteur de différents virus dommageables à l'abeille. Donc pour faire un petit zoom sur son cycle de vie, vous savez que il a deux phases, une phase phorésie donc qui est le fait de se fixer sur les abeilles adultes ainsi et de pouvoir ainsi se nourrir, mais aussi de pouvoir se déplacer au sein de la ruche et au sein de son environnement. Euh, et une phase de reproduction où là, il rentre donc au sein de la cellule avant operculation, donc comme ce qui peut être, voilà, ce qui est montré par mon collègue Lucien. Juste avant operculation, la femelle adulte fécondée rentre à l'intérieur d'une cellule et au cours voilà, au cours de la phase de reproduction de la nymphe. Il y a donc reproduction au sein de la cellule du varroa femelle avec la ponte d'un varroa mâle qui derrière permet et de varroa femelle qui permet donc les fécondations entre eux et arrivé en fin de cycle de la cellule on retrouve en moyenne entre 0,7 et 1,5 nouvelles femelles matures et fécondées par cycle de vie. Ça, c'est pour une cellule d'ouvrière. À l'inverse, pour une cellule de faux-bourdon, où le cycle de développement est plus long, 24 jours, on a donc le varroa a la possibilité de se reproduire plus amplement, où là on retrouve en moyenne 2,9 nouvelles femelles fécondées et matures à la sortie du faux bourdon, de l'alvéole. Et on sait aujourd'hui que une seule femelle varroa va faire entre 1,5 et 3 cycles de reproduction au cours de sa vie. Euh, petite aparté sur le fait que au cours de la saison, la majorité des Varrois se trouvent à l'intérieur du couvain et tout l'intérêt de ce webinaire aujourd'hui est enfin, et de vous montrer que euh, la saison permet donc à Varrois de se trouver en majorité en phase phorésie, phorétique, et donc est plus vulnérable à l'atteinte par justement l'acide oxalique. Voilà. Donc, par rapport à ce qu'on vient de voir sur la slide précédente, on observe donc une dynamique de la population de varroa qui peut aller d'une progression assez lente lorsque l'infestation initiale est assez faible, voire nulle, euh, ou à l'inverse, lorsqu'on voit une infestation en début d'année déjà importante, enfin au-dessus des seuils, on a là donc une explosion exponentielle de la population et donc qui vient mettre à mal forcément la colonie au cours de la saison et engendrer potentiellement sa mort. Le deuxième graphe en dessous, lui, montre bien, malgré qu'on parte d'une situation euh, quasi nulle, ou du moins bien maîtrisée de la population de varroa au sein de la ruche, une invasion due à différents facteurs qui vont être détaillés par la suite, on peut se retrouver avec une dynamique bien différente de ce qu'on imaginait à la base. Et donc, c'est des choses potentiellement difficiles à observer et qui peut survenir par différents, différents facteurs et qui donc vont impacter plus rapidement la colonie au cours de la saison. Et donc le dernier graphe, lui, permet de mettre en lumière donc la population d'abeilles au cours de la saison, donc la dynamique de la ruche, en face de la dynamique du varroa en fonction du taux d'affestation initial. Et donc on voit bien que le seuil est dépassé assez tôt dans la saison, en avril-mai, lorsque l'infestation de départ est assez élevée et qui nécessitera donc un cours de traitement en cours de saison, ou à l'inverse, si l'infestation initiale est assez maîtrisée, et au cours de la saison également.
on a une zone de traitement qui peut s'étaler donc de juillet à août, et ce qui constitue donc le traitement de fin de saison, d'été. Voilà pour cette diapo. Et donc, comme je vous parlais, il existe au sein de l'exploitation différents facteurs qui favorisent les contaminations au sein des ruchers, mais aussi interruchers. On sait aujourd'hui que le pillage par différentes sources montre qu'il peut y avoir ce phénomène-là dans un rayon de 2 km, où donc le varroa en phosphorésie, fixé donc à une abeille, va pouvoir rentrer en contact avec une abeille d'un autre rucher, et donc le varroa se déplacer d'une abeille à l'autre. Donc ça, c'est le premier facteur. On observe aussi donc la dérive qui, elle, donc est juste à l'échelle du rucher et qui peut atteindre jusqu'à 100 varrois par jour, surtout en fin de saison. Ce qui est assez important. Donc ça, c'est des choses qui peut être ces deux facteurs et le dernier qui va être cité, qui est donc les divisions, sont des choses qui peuvent être évitées par l'action de l'apiculteur en veillant justement à limiter ces, ces facteurs-là. Et le dernier qui est quelque chose qui a été observé, je ne sais pas si vous avez déjà observé cette vidéo, mais elle est assez parlante. Il peut aussi y avoir, lors de l'action de butinage, une infestation avec le fait du varroa qui vient se fixer donc à l'abeille et qui revient à la ruche. Voilà pour ces quatre modes de contamination, donc pillage, dérive, division et butinage. Alors maintenant, on va donc aborder les conséquences de cette infestation sur vos abeilles de saison et d'hiver. On sait, comme je vous ai dit aujourd'hui, que le varroa a une action spoliatrice, mais aussi est vecteur de différents virus euh, auxquels l'abeille est sensible. Pour en citer quelques-uns, vous avez le virus des ailes déformées, donc DWV, CBPV, qui est la paralysie chronique, le couvain saciforme, enfin, il en existe d'autres, mais c'était pas l'objet de ce webinaire-là, mais c'était juste pour mettre en lumière les conséquences finalement et les symptômes qui peuvent être observés sur vos abeilles. Donc sur des abeilles adultes, on va principalement retrouver des déformations physiques, comme je vous ai dit, les ailes, l'abdomen également qui peut être réduit. Euh, on peut observer une faiblesse généralisée, des tremblements, des problèmes de vol, mais aussi une réduction de la durée de vie. Donc ça, c'est quelque chose qui est notamment dommageable pour les abeilles d'hiver, qui sont censées durer survivre tout au long de l'hiver, donc pendant plus ou moins 6 mois. Et si leur durée de vie tend à baisser, la population euh, globale de la colonie tend à réduire et à partir d'une certaine quantité d'abeilles, la survie de la colonie n'est pas possible, malgré qu'il y ait des réserves suffisantes pour qu'il puisse y avoir une, euh, une régulation, une thermorégulation de la ruche. Il faut un certain nombre d'abeilles, et si elles sont amenées à mourir par le fait qu'elles ne puissent durer dans le temps, eh ben, c'est ce qui explique potentiellement les mortalités hivernales en partie. Au sein du couvent, ça va être surtout des mortalités de larves, donc des abeilles qui vont pas au bout de, enfin voilà, des abeilles qui vont pas au cours de la formation à l'intérieur de l'alvéole, mais aussi des déformations lors de l'émergence ou des retards aussi observés dans le développement des nymphes, donc potentiellement un cycle de développement plus élevé. Et donc au sein de la colonie au global, c'est donc un affaiblissement général qui est observé, des mortalités potentiellement massives, donc qui se décrit par un déclin de la population visible et donc une baisse de la production du miel notable. Voilà donc
en conséquence, le varroa, lui, euh, en fonction de son, de son infestation, enfin de sa population au sein de la ruche, peut mener, si rien n'est fait, à un effondrement total de la colonie. Et justement, ce qui est à éviter et qui nécessite potentiellement ce traitement-là. Donc, la raison du traitement, aujourd'hui, comme ça a été cité par mon collègue précédemment, c'est notamment dû à une apparition de résistance sur certains produits aujourd'hui utilisés par les apiculteurs et mis sur le marché, des réinfestations, comme je vous ai dit, par différents facteurs, notamment la dérive en fin de saison. C'est des choses qui, malgré un traitement d'été réussi, peut compromettre la survie de la colonie due à une population de varrois augmentée par ces phénomènes de dérive. Mais aussi, la raison peut être aussi le fait d'un mauvais traitement, enfin d'un défaut d'application du traitement. Euh, Et la raison principale, enfin, la raison pour laquelle on fait ce traitement-là, c'est avant tout l'absence de couvain, le fait d'une rupture de ponte au cours de la saison, comme ça a été rappelé par mon collègue, entre voilà, décembre et janvier, et qui permet donc une efficacité élevée de ce produit. Et donc l'intérêt euh, enfin, d'un point de vue de l'abeille, c'est donc de réduire l'action spéculatrice du varroa, euh, mais enfin, et au niveau de la colonie, ça va être du coup de gérer enfin, de gérer l'infestation du varroa et de s'assurer donc de seuil, euh, enfin d'un seuil nettement, enfin inférieur au seuil critique qui est au printemps un varroa tombé par jour. Donc pour ça, pour s'assurer à la fois de l'infestation du varroa et de l'efficacité des traitements, il est aujourd'hui recommandé de mettre en place des comptages au cours de l'année. Et on a relevé quatre grandes périodes clés qui permettent de constater l'infestation, mais aussi de comprendre un peu plus l'efficacité des traitements qui sont effectués pour réduire cette infestation justement. Et donc, un premier qui serait un pré-traitement, donc avant de déterminer vos traitements d'été, il peut être recommandé de justement compter pour connaître l'infestation initiale avant le comptage et derrière de faire un comptage après le traitement qui celui-ci permet à la fois de connaître donc, son infestation résiduelle après le traitement et donc de me comparer avec le traitement le comptage avant le traitement et donc de connaître un peu plus l'efficacité du traitement utilisé pour réduire cette infestation. Donc le comptage d'automne qui est celui post-traitement, lui, est-ce que Lucien, tu peux faire passer, permet justement donc de s'assurer de l'efficacité du traitement et de connaître son infestation résiduelle qui ne doit pas dépasser 0,5 varrois tombés par jour qui, si c'est le cas, qu'il est supérieur, et ben, justement, un traitement hivernal est recommandé pour refaire baisser en dessous de ce seuil-là. Et donc, le comptage de printemps, lui, permet de connaître le niveau d'infestation de la colonie en début de saison, et celui-ci est aux alentours en dessous, enfin, le seuil critique est en dessous de 1 varroa tombé jour, et comme on l'a vu dans les diapos précédentes, notamment sur les graphiques qui montraient bien la dynamique des populations, et ben, au-dessus de ce seuil-là, on sait que le moyen de lutte, médicamenteux ou biotechnique, devra être réalisé plutôt en saison. Et donc, si on souhaite démarrer avec un taux d'infestation initial assez faible,
il peut être recommandé aussi d'utiliser un moyen de lutte au printemps pour démarrer au mieux et qu'il y ait une, euh, une, une gestion du varroa assez contrôlée tout au long de la saison jusqu'à la fin d'été. Voilà. Donc je laisse là. Ah oui, hein. Et donc pour ce qui est du protocole, vous avez sûrement déjà entendu parler de la manière de réaliser ça, mais il est nécessaire d'avoir donc des fonds de ruches, des, ouais, des fonds de ruches grillagés pour du coup s'assurer qu'il y ait bien la chute des varrois sur l'entièreté du plancher. Donc ça peut être réalisé soit avec des langes collants qui est disposé sur la plaque d'hivernage ou bien directement sur la plaque d'hivernage en y ajoutant un peu de graisse pour fixer les débris, mais surtout les varrois qui tombent de la colonie. Et donc, c'est quelque chose qu'on insère sous la ruche et qui peut être donc posé tout au long de la saison, à raison de, en été, printemps-été, 2 à 5 jours, 7 jours maximum, pour éviter d'avoir euh, un encombrement du lange et donc une lecture un peu plus compliquée du nombre de varrois qu'on va compter. Mais en hiver, il peut être étant donné une activité un peu diminuée et donc moins de débris, il peut être laissé plus longtemps, peut-être pas au-delà de 2 semaines, mais peut-être une semaine, voire plus, pour avoir un temps de comptage suffisamment important pour avoir des données fiables. Et donc pour réaliser ces comptages, en fonction de la taille de vos ruchers, il est important de... Enfin, c'est quand même quelque chose d'assez chronophage, donc il est important de réaliser un certain nombre de comptages sur un certain nombre de ruches pour avoir une représentativité importante, enfin, une représentativité voilà, sur le rucher, et donc procéder à des traitements en conséquence. Mais pour faire ces comptages-là, il est important de ne pas sélectionner uniquement des ruches côte à côte au sein du rucher, ou bien uniquement sur les colonies qui vous paraissent plus fortes lors de vos dernières visites, mais plutôt de faire ça de manière aléatoire. Donc pour des petits ruchers en dessous de 5, il est conseillé euh, de faire au moins 3 comptages. Et lorsqu'on est au-dessus de 20 ruches, c'est 8 ruches minimum qui devraient être comptées pour avoir une représentativité satisfaisante. Voilà. Je laisse la main à mon collègue Julien pour la suite de la présentation. Bien. Déjà, bonsoir tout le monde. Ça fait plaisir dans les participants. On recommence à reconnaître pas mal de monde. Euh, Si jamais il y a des points que j'aborde qui sont pas clairs ou que vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser. Si je parle trop vite aussi, vous pouvez me demander de répéter, il n'y a pas de problème. Juste un petit point sur les comptages, comme abordé par mon collègue. Quand vous faites un traitement à l'oxalique, vous pouvez partir du principe que vous allez faire tomber des varrois sur environ 4 à 5 jours. Donc, si vous voulez avoir une idée de l'efficacité du traitement, voilà, comptez sur 4-5 jours. Et à partir de 5 jours, on peut partir du principe que ce qui tombe, on est à nouveau sur des varrois résiduels ou de la chute naturelle. Donc, c'est quand même assez intéressant à savoir pour du suivi. Euh, Maintenant, sur l'acide oxalique en lui-même, en tant que molécule, donc déjà, c'est un acide organique, c'est un des plus puissants qu'on ait, enfin, qui soit disponible. Une molécule qui est naturellement présente dans de nombreuses plantes, donc oseille, rhubarbe et autres, épinards aussi notamment. Maintenant, ça a beau être une molécule qui est présente naturellement dans l'environnement, il faut quand même faire extrêmement attention. Ça reste un acide, c'est pas du tout anodin, et ça a beau être naturel, ça a quand même des gros effets. Ça peut avoir des gros effets sur la santé, aussi bien la nôtre que celle de différents organismes. C'est très utilisé l'acide oxalique dans différents domaines, surtout pour les aspects de nettoyage ou de décorrosion. C'est produit de manière industrielle maintenant, hein. On va pas s'amuser à aller distiller des fleurs ou des feuilles ou des feuilles de rhubarbe pour avoir de l'oxalique, hein. On fait ça en mode industriel. Et voilà. Et juste un petit rappel, mais bon, vous savez tous, l'oxalique
bien qu'il soit utilisé dans d'autres domaines, pour qu'il soit validé en tant qu'utilisation comme médicament vétérinaire, il doit faire partie d'une préparation qui a une AMM, donc une autorisation de mise sur le marché. Et notamment, cette AMM garantit une certaine conformité de l'acide oxalique et s'assurer qu'on a un produit assez pur et qui a été produit dans des bonnes conditions et qui est garanti efficace. Pour le mode d'action, alors là, c'est une des grosses interrogations encore, dans le sens où on n'a toujours pas de preuves, on va dire, publiées de la manière dont la molécule agit sur le varroa et qui cause la mortalité. A priori, on part du principe que ça agirait par contact, avec de l'abrasion des pattes de varroa qui l'empêche de se fixer à nouveau sur l'abeille. Il tombe et il meurt. Il est plus capable de se nourrir. Le petit point là que je vous ai rajouté en bas à droite, ça, c'est un article qui date de l'an dernier d'une équipe française à Toulouse qui ne s'est pas intéressée à l'oxalique, mais qui s'intéressait à un autre acide, l'acide lactique. Et ils ont pu montrer que l'acide lactique, lui, arrivait à détruire en fait le bout des pattes de varroa et qui derrière provoque un détachement et la mort du parasite. Donc on peut imaginer que l'oxalique, au moins pour l'aspect dégoûtement, à voir pour les autres, pourrait fonctionner dans un mécanisme similaire, mais ça reste à prouver de manière vraiment scientifique. Comme je vous ai dit, donc c'est un médicament qui peut avoir des effets secondaires sur les ruches en cas de mauvaise application, mais globalement, ça reste un médicament qui est quand même bien supporté, et si on respecte les bonnes conditions d'emploi, on a assez peu d'effets secondaires visiblement. Autre point, pour l'instant, on n'est pas capable de montrer qu'il y a de la résistance à l'acide oxalique chez Varroa. C'est toujours pas montré. On a des études de suivi sur 5 à 10 ans où on voit toujours pas de baisse d'efficacité. Et autre point intéressant, les quelques cas où on a une efficacité vraiment basse du produit, c'est souvent qu'il a été soit mal utilisé, soit utilisé en présence de beaucoup de couvains. Et j'y reviendrai après. Mais bon, a priori, pas de trace pour l'instant de résistance, mais on peut imaginer que ça viendra un jour. En termes de médicaments, donc là je vous parle uniquement des médicaments avec AMM, donc autorisation de mise sur le marché, vous devez maintenant tous les connaître. Donc on a Afibioxal, Oxybi, Varoxal, Varomède. Tout cela sont applicables en dégoûtement. Donc il y en a qui sont déjà prêts à l'emploi, exemple Varomède, vous en avez où vous avez besoin de faire le mélange. Donc tout cela vous pouvez les faire par dégoûtement. Vous en avez deux qui sont autorisés pour la sublimation, c'est Afibioxal et Varoxal. Abibioxal n'est pas du tout, bien qu'il soit autorisé, je ne vous le conseille pas du tout pour la sublimation puisqu'il contient du sucre et du coup il aura tendance à caraméliser dans votre appareil et du coup c'est forcément hyper chiant et je reviendrai dessus là, après. C'est que des produits utilisables en agriculture biologique. Et puis voilà, après, c'est des histoires de formulation, etc., de disponibilité, de présentation, etc. Donc, si jamais vous avez besoin de conseils ou d'aspects plus techniques sur le produit, sur chaque produit, n'hésitez pas à contacter le GDS et puis on vous guidera avec ce qu'il faut. Et vous devez déjà à peu près connaître tous ces produits-là, je pense. Voilà, vas-y. Merci, Lucien. Alors, un des points cruciaux, quand on parle, et Maxime en a un petit peu parlé, quand on parle de traitement à l'oxalique, vu que c'est une molécule incapable d'atteindre dans le couvain, le critère extrêmement important, c'est d'en avoir le moins possible. Voire pas du tout, idéalement, c'est pas du tout. Donc du coup, c'est aussi pour ça qu'on vise l'hiver, parce qu'en théorie, on est censé avoir un trou de couvain, selon où on est. Là, je vous mets des résultats c'est des petits modèles simplistes de Randy Oliver, que vous devez sûrement connaître, qui est un grand monsieur de l'apiculture. Donc là, c'est le cas où on a un produit efficace à 90%, donc de l'oxalique efficace à 90%, et qu'on est en présence de couvain. Donc là, en l'occurrence, je crois que c'est 4 cadres dans ce cas-là. Et en fait, on peut voir qu'on fait le traitement à la semaine 0. Donc on arrive à faire baisser la population de varroa assez bien au début, mais elle a tendance à remonter assez vite avec les varroas qui émergent au fur et à mesure. Donc on n'est pas capable, en présence de couvain, donc dans ce cas-là, c'est encore une fois, c'est un modèle, de faire baisser de manière durable une population de varroa quand on laisse du couvain. Par contre, dans le cas où on n'a plus de couvain, là vous pouvez le voir, donc là on a absence totale de couvain, on arrive, on passe, on donne un coup d'acide oxalique. Bon là c'est un poil exagéré, mais c'est à peu près l'idée. On est capable de faire une diminution drastique et durable sur les semaines de la population de varroa. Voilà, la seule différence étant la présence ou l'absence totale de couvain. Et je tiens à dire que même une faible quantité de couvain peut avoir un impact. Et donc idéalement, il faut arriver à viser une période avec une absence totale de couvain. Idéalement. Évidemment, on sait que c'est pas aussi simple que ça, bien entendu. Donc ça, c'était un modèle que je vais vous montrer. Là, je vous montre des vraies données cette fois. C'est issu du projet WinVar qui a été fait par l'ITSAP et les ADA.
Bon, c'est pas une publication scientifique, mais ça reste intéressant. Donc, je sais pas si c'est dur que ça à lire. Donc oui, non, c'est présence ou absence de couvain. Ok, donc à gauche, absence de couvain et à droite, présence de couvain. Et après, vous avez différentes modalités, donc différents protocoles de traitement, un dégouttement, deux sublimations ou quatre sublimations. Ok. Et après, vous avez des résultats de comptage avec la quantité de ruches à 0, entre 0 et 0,5, entre 0,5 et 1, et plus de 1 varroa phorétique pour 100 abeilles. VP pour 100 abeilles, c'est varroa phorétique pour 100 abeilles. Donc on peut voir dans la classe de gauche, hein, donc absence totale de couvain, on arrive grosso modo avec les trois traitements à plus de 80% des ruches avec 0 varroa pour 100 abeilles après le traitement, donc à la sortie d'hiver. Donc c'est pour un traitement, là, il a été fait entre mi-décembre et janvier. On arrive au tout début à, sur 80% des ruches, 0 varroa détectable en phorétique. En lange, on pourrait sûrement détecter un peu plus. OK. Et on a une faible quantité qui sont entre 0, 0,5, 0,5 et 1 et plus de 1. Maintenant, quand on est en présence de couvain, on peut voir qu'on a quasiment une ruche sur deux dans chacun des trois cas où vous avez plus que 0 varroa pour 100 abeilles. Et donc, du coup, vous partez pas aussi bas que vous pourriez partir. Et ça aura un impact pendant la saison, évidemment. OK, ça, c'est des vraies données. Voilà, avec 80 ruches dans chaque catégorie. Donc, c'est quand même pas trop mal en termes d'échantillons. Voilà. Et là, ça avance un petit coup, Lucien, s'il te plaît. Ça m'amène à un point, c'est que si possible, encore une fois, si possible, c'est toujours mieux de traiter en absence totale de couvain. Et encore une fois, c'est adapté selon votre secteur, selon la météo et selon l'année. Les trous de couvain ne sont pas toujours en même temps, dans les mêmes endroits, etc. Pour vous donner un ordre de grandeur, pour ceux qui n'ont encore jamais fait de traitement d'hiver, nous, on donne souvent, en tout cas en Centre-Val de Loire et Normandie, le trou de couvain, il est souvent entre mi-décembre et janvier. OK? Si vous êtes très au sud de la France, selon les coins, des fois, vous n'en avez pas et c'est à vous de le provoquer, ce trou de couvain. Mais bon, chez nous, souvent, c'est voilà, c'est 15 décembre, 1er janvier, on a souvent au moins une semaine. Mais c'est quelque chose qui est amené à évoluer, évidemment. Donc là, on est bon. Oui, ça, ce point-là, on aimerait insister beaucoup avec mes collègues du JDS. Comme je disais, ça doit être une molécule naturelle, elle reste corrosive et il faut quand même faire un petit peu attention. Donc, pour le dégoûtement, vous avez tous les produits que je vous ai cités. La sublimation, vous avez apibioxal ou varoxal, et varoxal est quand même beaucoup plus recommandé parce qu'il ne caramélise pas dans les sublimateurs. Vous avez une dissolution à faire quand vous faites du dégoûtement dans un sirop. Soit elle est déjà faite, soit c'est vous qui la faites. Il faut quand même faire un petit peu attention, même quand vous faites du dégoûtement, aux projections. Et donc, du coup, si on veut être le plus sécuritaire possible, j'ai envie de dire, il faut quand même idéalement mettre gants, lunettes et un masque FFP2 peut suffire pour du dégoûtement, pour éviter de respirer les produits, etc. Quand même faire attention aux projections. En théorie, quand on a un sirop, il n'y a pas trop de projections, mais voilà, faire un petit peu attention. Par contre, pour la sublimation, ça rigole beaucoup moins. Et là, vous devez mettre des masques intégrales avec lunettes, hein, donc tout le masque, avec des cartouches changées et efficaces. Et il faut des masques type ABE P3. Donc, sous-entendu que c'est P3, c'est le plus haut niveau de filtration, et ABE, c'est différents sigles, et notamment là, c'est adapté pour des acides organiques sous forme sublimée. Des gants, et si possible, une combinaison chimique. Je sais qu'il y en a encore personne qui le fait, mais il faut extrêmement faire attention avec des vapeurs d'oxalique sur la peau. Ça peut avoir des effets sur votre peau. Donc, à faire attention également. Bien. Tu peux avancer, Lucien. Là, on vous a mis une petite vidéo qui a été faite pour vous montrer. Donc, c'est pas de moi, hein, c'est un Anglais qui a fait ça. J'ai mis son site en bas où il fait une sublimation. Je sais pas si elle marche. Lucien. J'essaye de la lancer, mais là, j'y arrive pas, hein, j'avoue. Là, Bon, ça marche pas. sinon, ouais, elle marche pas. Bon, on vous donnera le lien et vous irez la voir. Ce que ça montre, et c'est là où c'est aussi extrêmement important, c'est quand vous faites votre sublimation. Donc, on fait chauffer le produit, on le met dans le sublimateur, on insère le sublimateur dans la ruche, un gaz est émis et ça reste dans la ruche. Quand vous le faites, c'est extrêmement important, et là tu peux avancer Lucien, d'avoir des ruches fermées et le plus étanche possible, parce que ça va jouer énormément sur l'efficacité du produit. Donc idéalement, il faut fermer les ruches sur le dessous et il faut boucher l'entrée des ruches une fois qu'on a introduit le gaz et laisser agir au moins une dizaine de minutes. OK ?
Donc ça, c'est des études de l'ADA, c'est pas non plus de la science publiée, mais c'est quand même mieux que rien. Et eux, ils ont vu quand même une nette différence entre ruche fermée et ruche ouverte. Euh, c'est validé aussi par d'autres résultats. Donc voilà, bien faire attention si vous faites de la sublimation, vous assurez que le produit a le temps d'agir une dizaine de minutes dans une ruche quasiment étanche. Et je dis bien quasiment. Bien, on peut avancer. Et ça, c'est la dernière photo que. Et après, je vais passer la main à mon collègue Lucien pour vous montrer. Donc là, c'est la simulation qui a été faite avec de l'apibioxal. Et on se retrouve assez vite avec des déchets de sucre caramélisés, en fait, carbonisés, qui s'accumulent. Et selon le simulateur que vous avez, déjà, ça vous force à le nettoyer entre chaque ruche, ce qui fait que le processus est nettement moins efficace, de un. Et de 2, selon le sublimateur, ça peut boucher le mécanisme et ça peut créer une pression qui derrière peuvent provoquer un risque de projection de partie du mécanisme. Donc à faire attention quoi. Et si vous avez accès au Varoxal, préférez le Varoxal. Voilà. Et je laisse la main à Lucien. Oui, merci. Donc, je vais vous parler maintenant du respect des doses prévues dans les RCP. Donc, les RCP, c'est les résumés des caractéristiques du produit, hein. Si vous tapez RCP apibioxal, RCP varoxal, etc., vous aurez le résumé des caractéristiques du produit, de la posologie, des risques, voilà. Donc, vous pouvez aussi aller voir sur Internet. Pour la sublimation avec varoxal, donc c'est 2 grammes par ruche. Euh, donc ça, c'est le fumigation. Si on a une ruchette, c'est 1 gramme par ruchette, pas pour ruche. Donc il y a une répétition là. Mais donc c'est bien 1 gramme par ruchette. Pour le dégoûtement, on obtient une solution d'environ 4% d'acide oxalique, qui selon les produits, il peut y avoir des variations selon les médicaments. Donc de toute façon, il faut bien respecter les dosages de chaque produit qui sont dans le RCP. Donc référez-vous à votre GDS. En général, il y a des fiches techniques qui sont distribuées en même temps que les produits vétérinaires. Donc voilà, sur tous ceux qui me demandent une préparation de sirop, etc., comme la pibioxal par exemple, référez-vous bien au mode d'emploi, quoi. Important, lors de la réalisation des dissolutions, pensez aux EPI, donc faut faire attention aux projections, vérifier l'obtention d'une solution homogène, pas de cristaux blancs doivent être visibles. Donc en fait, si vous avez une eau calcaire chez vous, faut faire attention parce qu'en fait, une des propriétés de l'acide oxalique, c'est de précipiter les minéraux. Et donc, en fait, ça précipite les minéraux et ça reforme les cristaux d'acide oxalique. Donc, ce qui fait qu'on voit, en fait, des petits points blancs dans sa solution. Et si on voit ça, c'est qu'on a déjà une solution qui n'est plus tout à fait homogène. Donc, il y a un risque de baisse d'efficacité, quoi. S'il n'y a pas homogénéité du produit, il y aura forcément, potentiellement, une baisse d'efficacité. Donc, utilisez une eau distillée, une eau donc distillée ou une eau de pluie. Voilà, pour faire votre dégoûtement. Alors, quand on fait un traitement par dégoûtement, on traite toutes les colonies en même temps, c'est-à-dire on traite le rucher. Si on prend la décision de traiter, on traite le rucher. On fait ça en journée, à des températures comprises entre 8 et 10 degrés. Donc en journée, faut pas qu'il y ait trop de vent, faut pas qu'il pleuve, parce qu'il faut pas non plus trop refroidir la colonie. Donc on va choisir une journée à peu près calme et sans pluie. Et des températures entre 8 et 10, parce que si on est en dessous de 8, en gros, la grappe a tendance à trop se grapper, à être trop serrée, ce qui fait que le produit ne va pas pénétrer au cœur de la grappe. Et à l'inverse, si on est au-dessus de 10 degrés, on va avoir une colonie trop dégrappée, ce qui fait qu'on va verser trop de produits dans les intercadres, on va en faire tomber beaucoup au fond de la ruche, et donc forcément, ça n'aura pas le même impact. On tiédit la solution jusqu'à 33 degrés Celsius. Donc, quand c'est des solutions toutes prêtes comme le Varomède ou la Pibioxal, eh ben, on fait un bain-marie. On le monte à 33 avec un thermostat électronique. Quand c'est des solutions à préparer soi-même, enfin quand il faut préparer le sirop soi-même, vous montez le sirop à 35-36 et puis vous diluez le produit directement dans le sirop. Et tout de suite après, vous le mettez dans un thermos ou dans une glacière avec des pains d'eau chaude, de bouteilles d'eau chaude, pour pouvoir l'emmener jusqu'au rucher à cette température-là de 33 degrés. Le but, c'est de ne pas créer de choc thermique sur les abeilles. Déjà qu'on ouvre à cette période, en fait, voilà, il ne faut pas apporter en plus un choc thermique. Donc, on va venir appliquer 5 millilitres de solution par intercadre, vous voyez, et donc on vise vraiment toutes les abeilles sur les intercadres occupés. Donc là, on voit qu'il y a un intercadre là, deux, trois,
4, 5 et jusqu'à 6, eh ben, on va faire son dégoûtement sur les 6 intercadres. Là, on n'a pas besoin, on voit que c'est pas occupé. En fait, il y a des partitions, j'ai l'impression. Donc, en fait, elles sont sur 5 ruches. 5 cadres, pardon. Donc, c'est une méthode qui est simple, efficace et rapide. Euh, c'est l'avantage. En option, on peut utiliser un pistolet doseur. Donc là, ce qu'on voit, vous voyez, c'est une seringue millimétrée. Donc c'est souvent distribué en même temps que votre produit vétérinaire par votre GDS. Mais vous avez aussi des pistolets doseurs qui sont beaucoup utilisés chez les ovins caprins. Et en fait, ils ont l'avantage de recharger tout seul la dose exacte de 5 millilitres et de ne pas avoir à se soucier en même temps qu'on fait le dégoûtement de à combien de millilitres j'en suis, etc. Ce qui est un peu contraignant de bien viser l'intercadre et en même temps de regarder où on en est exactement. Donc là, l'avantage, c'est que vraiment, on ne se soucie pas de la quantité qu'on déverse, on verse automatiquement 5 millilitres. Tout ce dont on se soucie, c'est vraiment d'être sur les abeilles, quoi. Voilà, ça c'est pour le dégoûtement. Donc là, on va vous présenter les avantages et les inconvénients de chaque solution pour que vous fassiez un peu une idée de ce que vous préférez. Donc pour ce qui est du dégoûtement, l'avantage, bon, c'est que c'est efficace. Il y a peu ou pas de résidus dans les matrices. C'est peu dangereux à appliquer, mais toujours faire attention aux projections, hein, sur la peau, les yeux, où faut pas bien sûr en ingérer. Peu d'équipement nécessaire. Vous avez des gants en caoutchouc, votre tenue d'apiculteur, votre lève-cadre, votre enfumoir pour ouvrir la ruche quand même, votre tenue, et ça suffit, quoi. Il n'y a pas à s'équiper en matériel. Ça permet de vérifier les niveaux de couvain en même temps. Si vous voulez vous assurer que vous êtes en période hors couvain, vous pouvez lever le cadre du centre pour bien vérifier qu'il n'y a pas de couvain. Le désavantage, c'est que ça nécessite d'ouvrir les ruches. Ça peut être un frein pour certains apiculteurs, l'ouverture de ruches. Et ça peut être plus facile à réaliser à deux. C'est-à-dire, il y en a un qui ouvre, l'autre est déjà prêt à faire son dégoûtement. Et à deux, on avance plus vite, quoi. Ça nécessite des températures de 8 à 10 degrés en extérieur. Donc, comme on a une fenêtre qui est relativement faible, voilà. Il faut pouvoir le jour J être autour de ces températures-là, parce que comme je vous disais, si on est trop bas, grappe trop serré, et si on est trop haut, grappe trop desserré. Donc, c'est une contrainte. Pour la sublimation, c'est efficace également. Il y a peu ou pas de résidus dans les matrices. Il n'y a pas besoin de faire de mélange, ça c'est un avantage. Le produit est tout prêt. Là, il n'y a pas besoin d'ouvrir la ruche, on met directement à l'entrée de la ruche. Ça pourrait être mieux supporté par les abeilles, donc ça c'est une étude de 2022 qui a montré que la répétition de sublimation avait moins d'impact sur les abeilles. Mais voilà, globalement, il n'y a pas un impact des deux méthodes. Ça peut être fait jusqu'à 2 degrés Celsius de température. Donc 2 degrés Celsius, c'est très bas. En gros, on a tout le temps, on a toujours 2 degrés ou plus. Enfin, ça dépend des hivers, mais en général, on arrive toujours à trouver la bonne fenêtre météo. Les désavantages, c'est que ça nécessite du matériel qui peut être coûteux. Ça nécessite des équipements de protection individuelle avancés, comme le masque intégral, les cartouches, les gants, la combinaison intégrale plastique, pour vraiment bien se protéger des vapeurs. Et puis attention à la chaleur de l'embout parce que les plateaux plastiques notamment peuvent brûler, peuvent être un peu brûlés par ça. Et puis bon, bah, l'apiculteur qui manipule, ça monte très haut en température, donc ça peut brûler. Donc voilà, en conclusion, le traitement d'hiver, donc c'est un traitement complémentaire au traitement d'été. Son efficacité, elle peut être évaluée par des comptages. En entrée d'hiver, il a été établi dans un compte-rendu technique du projet WinVar, donc de l'ITSAP, que si vous avez un comptage varroa phorétique supérieur à 5 varrois pour 100 abeilles, il y avait 25% de chances de mortalité. Donc c'est pour bien rappeler que pour un hivernage réussi, la première condition, c'est déjà avoir un traitement d'été réussi. Euh, le traitement d'hiver viendra en complément du traitement d'été. Il ne peut pas à lui seul suffire à lutter contre Varroa. Au printemps suivant, il est important de démarrer la saison avec une infestation la plus basse possible. Donc pour ce qui est des varrois phorétiques, ça va être 0 varroa phorétique, moins d'un varroa pour 100 abeilles, donc c'est pour 100 abeilles.
Et pour ce qui est des comptages sur l'ange, il faut démarrer la saison à moins d'un varroa par jour. Donc voilà, comme m'a expliqué mon collègue Maxime, en étalant sur pas mal de jours pour avoir une moyenne plus fiable. En partant de ces seuils-là, on maximise la production de miel et on permet d'attendre le traitement d'été pour réaliser à nouveau un traitement anti-varroa, quoi, acaricide. En complément, on dira que pour une efficacité maximale, le traitement doit être réalisé aux bonnes dates, donc autour du 15 décembre, 1er janvier, à adapter en fonction des années, des températures, etc. Et à une température donc comprise entre 8 et 10 degrés, si d'égouttement. Si vous faites de la sublimation, on vous le rappelle, protégez-vous bien avec les EPI. Voilà, pour aller plus loin, on mettra le PowerPoint en partage. Il y a des fiches techniques GDS sur Varroa, sur la lutte raisonnée, sur le traitement hivernal, sur les différents médicaments. Donc, il ne faut pas hésiter à aller les consulter. Il y a des fiches techniques ADA que vous pouvez consulter sur Internet. Et puis, il y a le site Oxalica, qui est un fabricant de sublimateurs qui explique bien sur son site comment utiliser les sublimateurs. Donc, ça peut être pas mal de s'y référer aussi. Et puis enfin, le compte-rendu technique WinVAR de l'ADA ITSAP. Donc voilà, le lien est là. Vous tapez WinVAR, sinon ADA ITSAP, et vous le trouvez facilement sur Internet. Il est intéressant pour bien comprendre ces histoires de rupture de ponte et l'efficacité des traitements hivernaux. Bon, après, vous aurez toutes les sources également avec le PowerPoint. Et puis, nous pouvons passer aux questions-réponses, si vous en avez. Alors, pour les questions. On avait un premier point, j'ai juste rebondi. Je remercie Samuel encore d'avoir parlé du donc Calistrip Biox, qui est un nouveau médicament autorisé depuis, je crois que c'est l'an dernier, je crois, Samuel, tu me corrigeras, qui est en fait des lanières d'acide oxalique avec glycérine, avec AMM. Là, on n'en a pas parlé puisque, en tout cas chez nous, on manque un peu de retour technique sur le produit et pour l'instant, c'est pas trop un produit utilisé comme traitement d'hiver. Mais c'est une option en arrière-saison comme de traitement potentiel. Donc qui existe, qui est disponible. Je ne sais pas si après ça dépendra de votre GDS et du PSE duquel vous dépendez, mais vous pourrez sûrement y avoir accès aussi. Donc, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions sur le protocole de traitement, sur tout ça, on est là pour répondre à vos questions. Après, on peut quand même dire sur Calistrip Biox que c'est pas un traitement d'hiver, que Pour c'est un l'instant, oui, on l'utilise pas. traitement Voilà, c'est ça. Pour l'instant, en tout cas, on l'utilise pas trop comme tel, en tout cas. parce que il faut qu'il y ait une mobilité des abeilles et que ça fonctionne comme des lanières finalement Mhm. d'été, quoi, par contact. Bon, bah, du coup, si vous n'avez pas de questions, Attends, il y en a une là, ouais. Lucien. Alors, que pensez-vous des traitements base-huile essentielle, exempts de méthode, bandelettes imprégnées d'eucalyptus, etc. lavande. Alors, pour avoir un peu, m'être renseigné un peu sur le sujet, donc on sait qu'il y a des huiles essentielles encore non utilisées qui ont des effets acaricides sur varroa. Le seul truc, c'est que forcément, tant qu'il n'y a pas d'AMM, c'est une méthode qui n'est pas autorisée. Mais on sait qu'il y a d'autres huiles essentielles qui ont des effets acaricides sur varroa et qui font l'objet de recherches par certains laboratoires. Donc sûrement que dans les années à venir, on aura de nouveaux traitements disponibles et autorisés avec AMM qui utiliseront des huiles essentielles. En ce qui me concerne, j'ai pas trop de doutes. Donc voilà. Mais voilà. Idéalement, se limiter à des traitements avec AMM, évidemment. Mais peut-être dans le futur, des nouveaux qui vont arriver. Alors, sur une diapo, il y a 4 traitements de sublimation. À quelle période une cellule ne suffit pas en hiver? Alors, une seule suffit en hiver pour la sublimation. On arrive à avoir des très bons niveaux d'efficacité pour peu que vous avez peu de couvain. Là, c'était plus d'un point de vue, on va dire, scientifique et on va dire de retour terrain de certains apiculteurs et puis même dans certains essais techniques de l'ADA, où ils ont essayé de la sublimation répétée comme traitement de fin de saison.
Donc, ça serait à la place d'un traitement classique, c'est-à-dire août ou septembre. Le point étant que les résultats sur ce type de protocole sont globalement très mitigés et on a certains articles qui montrent qu'on n'est pas capable de faire baisser une population de varroa, même avec 7 traitements par sublimation enchaînés à 5 jours d'écart. Voilà. Qui d'autant plus ne rentre pas dans les conditions de RCP. Mais voilà, d'un point de vue curiosité. Lucien, t'en as une là, si tu veux, de Henri Muta. Oui, alors je vois ça. Donc, colonie au demeurant en bon état fin août et vide d'abeilles mi-octobre. Varroa. Donc en bon état, c'est du coup, qu'est-ce que vous appelez en bon état? Parce que il faudrait faire, en fait, le méthode de diagnostic la plus fiable, c'est donc le comptage. Donc est-ce que vous avez des comptages? Parce que c'est vrai qu'on peut avoir des belles populations en entrée d'hiver, euh, mais une surinfestation. Donc après, voilà, c'est à voir au cas par cas, quoi. Je ne sais pas si vous aviez des comptages. Est-ce qu'il y avait une pression frelon aussi? Parce moi j'ai constaté, en tout cas dans notre secteur, une grosse pression frelon et les colonies qui ont arrêté la ponte et qui ne l'ont jamais reprise. Donc pas de renouvellement d'abeilles et les abeilles d'été qui finissent par décliner et mourir, quoi. Donc les facteurs peuvent aussi être multiples. Je ne sais pas. Monsieur Muta, si vous voulez, vous pouvez, il y a plusieurs choses qui peuvent être faites. Si vous voulez, vous nous enverrez ça par message. Alors, votre itinéraire technique serait intéressant à voir. Et après, la description de la ruche morte peut être intéressante. Si par exemple, vous aviez du couvain percé, si vous aviez beaucoup de réserves plus d'abeilles, si vous vous êtes amusé à dépioter un peu du couvain et que vous êtes allé voir dedans, si vous voyez des traces blanches à la surface des cellules, tous ces aspects-là pointeraient vers varroa. Donc ça reste à, voilà, c'est un ensemble de, faut vraiment voir un faisceau d'indices, un ensemble, le plus d'informations possible. Et si on a beaucoup d'informations, on peut effectivement plus penser à varroa, par exemple. Mais il faudrait avoir plus d'infos sur votre cas pour vous le dire précisément. Alors, il y avait une autre Une question. question. Vas-y, Non, Maxime. sur le varomède, mais je sais pas si tu veux y répondre. Alors, est-ce que le varomètre est suffisant pour un traitement d'hiver? Oui, tout à fait. Globalement, on voit des niveaux d'efficacité comparables aux autres. Le seul point, encore une fois, et j'y reviens toujours, c'est pour peu que vous fassiez un traitement avec le moins de couvain possible, c'est efficace. Et varomètre peut très bien suffire comme traitement d'hiver. Il n'y a pas de souci. Pour peu qu'il soit fait à la bonne période. Et j'ai vu, et là, je crois que c'est alors Martine, donc qui est de chez moi. Connais-toi contre la manifestation de Varroa cette année? Donc, en tout cas, pour la région Centre-Val de Loire, on fera un document là qui devrait paraître dans le mois ou un peu plus tard. Les résultats cette année comment dirais-je, post-traitement principal sont globalement pas incroyables. Donc, on a d'assez fortes populations de Varroa cette année. D'où le fait qu'on incite fortement à des comptages post-traitement principal, parce que cette année, on a des taux assez élevés et une nécessité d'autant plus grande de procéder à un traitement d'hiver. Mais si Martine, tu as des questions plus précises, n'hésite pas à me contacter directement. Est-ce qu'on a d'autres questions ou pas? Monsieur Muta a précisé qu'il n'avait pas eu de comptage, D'accord? donc en effet, ça peut. C'était par rapport à quoi? Ouais. Ouais, c'est compliqué d'avoir un diagnostic comme ça sans avoir forcément de relevé, de comptage, mais donc voilà. D'où l'idée d'essayer de surveiller un peu au cours de l'année les dynamiques et de pouvoir derrière poser un diagnostic un peu plus précis sur les raisons d'une mortalité plus ou moins précoce. Mais en tout cas, enfin, en tout cas en région centre, pour ce qui me concerne, on a régulièrement des cas de ruches vides où on pense identifier Varroa comme la cause principale. C'est clairement, ça a déjà été vu et c'est connu, quoi. Donc ça peut être Varroa à affiner avec plus d'informations, évidemment.
Si on n'a pas d'autres questions, Lucien, t'avais tout dit? Ah, peut-être. S'il y en a un dernier là. Alors, Monsieur Durand, bah oui, totalement. Vous pouvez totalement faire un traitement à l'acide oxalique pardon, en été en créant une rupture de pompe par encagement, totalement. Et ça peut remplacer votre traitement principal, sans aucun souci. Euh, voilà, donc oui, totalement. C'est vrai que la présentation abordait pas ce sujet, mais ça pourrait faire l'objet d'une présentation à part, quoi, cette méthode et tout. Mais c'est une méthode intéressante, ouais. Mais voilà, le point important, comme toujours, c'est de créer soi-même sa rupture de ponte. Je pense même pour l'hiver, pour les apiculteurs pardon, du sud de la France, pour beaucoup, ils sont obligés eux-mêmes de créer leur rupture de ponte à l'hiver, qu'ils ont plus la semaine que nous on a plus au nord de la France, quoi. Mais en tant que traitement principal, ça peut totalement être fait avec une rupture artificielle de ponte. Il n'y a pas de problème et ça marche assez bien d'ailleurs. Je pense qu'on peut arrêter là si les gens n'ont plus de questions. Il y en avait une sur Euh, les traitements en prévention immunitaire. Sirop aux huiles essentielles de géranium, lavande et clou de girofle. je crois que j'ai à peu près, je crois que j'ai répondu à celle-là, il me semble, Maxime, si je dis pas de bêtises. Ah Ouais, non, traitement, ouais. prévention. Voilà, donc là, encore une fois, vu que c'est des tambouilles maison, je peux pas vraiment vous donner un avis scientifique et précis pour le mélange que vous avez. Ça resterait à affiner et à faire l'objet de plus de recherches. Donc, à voir. Et j'y pense, on va peut-être remettre chacun nos adresses email. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à nous les envoyer. Pour un traitement d'été, la température n'est pas un problème. Non, pas du tout. Pour un traitement à l'acide oxalique, si vous faites un traitement au thymol ou au formique, la température peut être un problème. Mais en tout cas, l'acide oxalique, c'en est pas. Tac. Lucien et Maxime, peut-être on va remettre nos adresses mail dans le chat. Et si les gens ont des questions à nous envoyer autres, ils n'hésitent pas à le faire. Ouais, c'est fait pour ma part. Ok, bah super, très bien. Moi, je vais remettre la mienne. Et puis voilà, n'hésitez pas à contacter les GDS de votre région. Et si vous avez plus de questions, on peut y répondre quand vous voulez. Donc j'ai mis la mienne pour voilà. Eh bien, c'est tout bon. On laisse les gens peut-être reprendre les adresses. Oui. Et puis Ouais. après, si c'est tout bon, peut-on traiter les mini plus? Totalement. Alors ça dépend après, voilà. Encore une fois, tout dépend du protocole que vous avez. Euh, Beaucoup de personnes, quand ils créent leur mini plus ou leurs essaims, ils traitent au moment de les faire. Et une fois que le couvain qu'ils ont mis dedans a éclos, ils traitent. C'est toujours la même question. Il faut essayer de créer une période sans couvain et traiter à ce moment-là. Et quand on fait des essaims ou des mini plus, c'est assez facile à créer, quoi. Mais oui, c'est recommandé également de traiter ces mini plus et autres. C'est bien supporté. Il faut juste adapter la dose, quoi. On peut aussi dire que on arrive dans une période où il peut y avoir des demi-journées sanitaires par certains GDS. Mhm. C'est des journées qui sont organisées par chaque département. Et certains peuvent faire des démonstrations d'application et réexpliquer le protocole, comment préparer son acide oxalique, les bonnes conditions, etc. Et quand il y a une partie pratique sur ruche, ça peut aussi permettre aux apiculteurs qui veulent essayer, enfin qui veulent le faire cette année, de concrètement se mettre dans une situation et de voir comment ça se déroule, quoi, l'ouverture de la ruche, le dégoûtement, etc. Avec les températures, la météo, voilà. C'est des bonnes formations, quoi, pour ce genre d'action assez simple.
Et oui, Martine, on mettra un replay sur YouTube. On vous donnera le lien. Il y aura un replay si vous avez raté le début de la conférence. Il n'y a pas de souci. Et si c'est tout bon pour tout le monde, on va peut-être arrêter là. Si vous avez des questions qui vous viennent plus tard, n'hésitez pas. Envoyez-nous des mails, etc. Préférez le GDS de votre région. On y répondra avec grand plaisir. Et puis, en attendant, on vous souhaite une bonne soirée. Puis, on vous souhaite des bons traitements d'hiver, pour le coup, que vous allez évidemment tous faire dans les bonnes conditions et avec l'efficacité maximale, évidemment. Et pour répondre à la question de Martine, oui, oui. Enfin, en tout cas, moi, je publierai ça sur la chaîne YouTube du GDS Pays de Loire. Je sais pas, Hmm. Julien Oui, et Lucien, mais Ouais, carrément. Ah, nous, on n'a pas de chaîne, hein, mais on renvoie vers votre chaîne YouTube à chaque fois. ouais, d'accord. Eh bien, merci à tous. Bonne soirée. Et donc, une prochaine, hein, on en fera à l'occasion. Merci. Bonne merci, bonne soirée. soirée à tout le monde. Merci bien, au revoir. Au revoir.